comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, où je vais vous parler de Paris. Juste avant, je tiens à vous dire que je vous ai fait la vidéo aujourd'hui au lieu d'hier. Parce que hier, j'étais malade, voilà, donc je suis restée au lit toute la journée pour me reposer et pour vous faire la vidéo en pleine forme là. Là, vous voyez, je suis maquillée, alors je suis bien maquillée, j'ai fait mon teint aussi pour cacher les stigmates de la veille. Donc malade, c'est-à-dire j'ai vomi en fait, et quand je vomis, j'ai tout plein de petits boutons là, tout autour des yeux, un peu sur le front et autour de la bouche. Et j'ai vu tout à l'heure, j'en ai aussi en dessous. En dessous on s'en fout, on ne va pas voir. Mais voilà, donc du coup je me suis bien maquillée tout pour cacher tout ça, parce que vraiment je vous dis, hier je ressemblais à rien. On aurait dit j'avais genre toute une bande comme ça là, c'est comme si j'avais une trace de lunettes. Mais non. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais bien, je me suis bien remis de tout ça. J'ai fait toute la journée, je me suis reposée, et puis bien sûr j'ai dormi aussi. Mais voilà, donc du coup on va plus parler de ça, on va passer à la vidéo. Juste avant cela, je vais vous parler de Paris, donc d'où le nom vient, comment Paris a été formé et tout. Mais s'il y a jamais des trucs que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à les dire en commentaire et je vous épinglerai le commentaire pour que tout le monde puisse voir, parce que ça se trouve il y a des trucs que moi j'ai pas dit qui a un rapport avec Paris et que vous savez. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je vous épingle. Et dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse aussi des vidéos sur les monuments français, genre style la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, le Louvre, voilà tous les monuments français et qu'il y a dans d'autres régions bien sûr. Et aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les catacombes. Donc moi je vais pas aller les visiter, mais je vous expliquerai et je vous parlerai des catacombes de Paris. Voilà, sur ce on va pouvoir commencer. Donc je vais quand même agrandir et je vais mettre mes lunettes bien sûr. Hop. Donc l'histoire de Paris est liée à la conjonction de plusieurs facteurs géographiques et politiques. C'est Clovis qui au VIe siècle a décidé d'installer les organes fixes du pouvoir politique du royaume dans la petite cité de Parisis. Voilà, avant ça s'appelait Parisis. Cette position de capitale sera confirmée par les Capétiens après une parenthèse de 2 siècles durant l'époque carolingienne. La position de Paris est un carrefour entre les itinéraires commerciaux terrestres et fluviaux au cœur d'une riche région agricole et en a fait une des principales villes de France au cours du Xe siècle. Paris est devenu un des premiers centres en Europe pour l'enseignement et les arts. Ça, je pense que vous le savez, on a tous les trucs d'art et tout qui sont à Paris. Que ce soit avec la Fronde, donc la Révolution française ou mai 1968, Paris a toujours été au cœur des événements qui ont marqué l'histoire de France. La bibliothèque historique de la ville de Paris permet au public de se plonger dans la mémoire historique de Paris et de l'Île-de-France sous des aspects très variés. La patronne de la ville est Sainte Geneviève, qui aurait écarté Attila et les Huns de la ville au 5e siècle par ses prières. Sa chasse se trouve aujourd'hui à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Le nom de la cité est attesté pour la première fois par Jules César au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans la guerre des Gaules, sous la forme Lutetia, soit écrit avec un C ou avec un T, ça dépend. On trouve ensuite Lutetia, Abud Parisios, au 4e siècle, Parisios étant l'accusatif pluriel. Puis Parisios, Usque en 400-410 et enfin Paris attesté dès 887. Vous savez comment, voilà, les différents noms que Paris a eu. La géographe Ptolémée la nomme Lutetia, ce qui est considéré comme misinterprétation. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on dit. L'étymologie de Paris a été à l'origine de nombreuses interprétations, souvent plus farfelues les unes que les autres, afin de glorifier la plus belle ville du monde et de lui attribuer des origines prestigieuses. L'île de France est occupée par l'homme depuis au moins 40 000 ans, comme en témoignent les outils en pierre taillés retrouvés hors contexte lors des différents travaux de dérassement au bord de la Seine. À cette époque, la zone occupée par Paris était marécageuse, en raison notamment d'un changement de lit de la Seine et couverte de forêts. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Paris eut successivement, comme toute ville de bord de fleuve, plusieurs ports fluviaux ayant eu chacun sa spécialité. Le mérovingien Clovis, roi des Francs, s'y établit pour en faire sa capitale en 508. À la suite de sa victoire sur les Romains, malgré les nombreux conflits sanglants,
entre ses successeurs, j'ai du mal à parler aujourd'hui, la cité demeure la capitale indivise du royaume des Francs jusqu'au début du 7e siècle. Sur la rive gauche, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui deviendra l'abbaye Sainte-Geneviève, est fondée en 511, l'année durant laquelle meurt Clovis dans le palais des Thermes. En 543, l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent est construite sur les ruines du temple d'Isis. En 552, la ville est partiellement détruite par un violent incendie. En 583, il y a eu une inondation si grande qu'entre la cité de l'église Saint-Laurent, la cité et l'église Saint-Laurent, on ne pouvait aller qu'en bateau. C'est un peu des fois ce qui se passe à Venise. Voilà, c'était un peu pareil. Quand la couronne échoua aux Capétiens en 987, Paris est une des deux grandes villes de leur domaine personnel avec Orléans, mais les rois séjournent plutôt dans cette dernière. Leur ancêtre, Eudes, s'était illustré en la défendant face aux Vikings. Hugues Capet fixe sa résidence dans l'île de la Cité, mais séjourne à Paris. En revanche, son fils et successeur Robert le Pieux réside fréquemment à Paris, confortant sa prééminence dans ce rôle de capitale. Il fait restaurer le palais de la Cité et les abbayes. La ville devient alors un important centre d'enseignement religieux au début du XIe siècle. L'urbanisation se développe à partir de ces noyaux qui sont protégés au XIe siècle par une enceinte qui les englobe. C'est un peu, je vous avais dit à Bordeaux, c'est pareil. Il nous reste des restes de protection en fait autour de la ville, des remparts. Voilà, c'était des remparts, ça s'appelait comme ça. Ce développement s'exerce dans le cadre du droit féodal, le territoire étant divisé en fiefs détenus par des seigneurs laïcs et ecclésiastiques qui mettent en valeur leur domaine agricole par encensement. Le pouvoir royal se fixe progressivement à Paris à partir de Louis VI. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc de 1108 à 1137. Et plus encore de Philippe Auguste, qui a régné de 1179 à 1223. La cour s'y fixant, Paris devient définitivement la capitale du royaume. La rive gauche de la ville n'est véritablement reconstruite qu'au XIIe siècle. À la même époque, la rive droite est constituée de 4 quartiers, le quartier de Grève, donc Saint-Gervais, le Châtelet, les Halles et Saint-Germain-l'Auxerrois. Le quartier de Grève s'étendait alors jusqu'à l'église Sainte-Mérie. Moi, je vous avoue que là, on parle d'église et tout, je ne connais pas. Si vous connaissez ces endroits à Paris, vous voyez où ça se situe, quoi. Mais moi, là, je connais pas Paris, donc je peux pas vous dire. Je connais juste Paris de nom et quelques endroits par-ci par-là, c'est tout. La guerre de 100 ans est une période de mutation où le modèle féodal ne permet plus de répondre aux besoins de la société. La société plus commerçante et artisanale de la fin du Moyen-Âge nécessite une modernisation de l'État, ce qui implique l'instauration d'une fiscalité à l'échelon du royaume et plein de choses. Ceci ne peut se faire qu'avec l'approbation de la société et les rois, depuis Philippe le Bel, recourent aux états généraux. Oui, c'est ça. Évidemment, les tentatives de mise en place de l'impôt soulèvent des réticences et apparaît un parti réformateur qui souhaite un parlement contrôlant les finances de l'État, comme cela se fait déjà en Aragon, en Navarre ou en Angleterre aussi. La capture du roi Jean le Bon à la bataille de Poitiers en 1356 va donner l'occasion au parti réformateur mené par Étienne Marcel, Robert Lecoq et Charles Mauvais de faire valoir ses vues, instituant une monarchie contrôlée par la Grande Ordonnance de 1357. Alors oui, je vous lis pas tout, parce que sinon les histoires de Paris, vous en avez pour un bon moment. Donc il y a des trucs, voilà. Étienne Marcel est assassiné le 31 juillet 1358 et le dauphin fait une entrée triomphale le 2 août 1358. La Renaissance italienne n'influence guère la structure de la ville, son développement restant lié aux résidences du roi et de la cour. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, Paris est le théâtre de guerres de religion. Menacé à plusieurs reprises par l'armée de Condé en 1562 et en 1567, les habitants se montrent farouchement hostiles aux protestants et à la politique de tolérance menée par la reine Catherine de Médicis. Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, plusieurs milliers de protestants sont massacrés par une foule fanatique. C'est vrai que ça a été vraiment un massacre, quoi. C'était
Vraiment horrible. Quand on voit les images, parce que en cours on nous en parle de la Saint-Barthélemy, ce qui s'est passé et tout, c'est horrible en fait. Et on se dit, il y a même des innocents qui ont été tués qui n'ont rien demandé à personne. Mais bon. Sous le règne de son successeur, Louis XIII, le mouvement amorcé se poursuit sur l'initiative de promoteurs privés. De vastes terrains libres sont acquis, des rues tracées et les parcelles viabilisées. Christophe Marie, qui laisse son nom au pont Marie, réunit 2 îlots pour en faire l'île Saint-Louis, dotée d'un ensemble architectural édifié par Louis le Vau. Richelieu fait détruire de 1633 à 1636 l'enceinte de Charles V sur la rive droite et la remplace par une enceinte bastionnée, dite des Fossés jaunes, pour englober l'équivalent des 4 premiers arrondissements actuels. L'hiver de l'année 1637 fut très rigoureux, et la glace occasionna le 10 janvier de graves dégâts et le fracassement de bateaux et de marchandises qui étaient alors sur la Seine. Le mouvement de la contre-réforme, signe du renouveau catholique, suscite partout l'édification de nouveaux couvents. 60 sont construits à Paris entre 1600 et 1639, en particulier dans le Marais, le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Saint-Jacques. Au XVIIIe siècle, je suis en train de compter, Versailles ne dépossède pas Paris de son rayonnement intellectuel. Au contraire même, elle en fait une puissance frondeuse ouverte aux idées des Lumières. C'est le siècle du règne des philosophes et des encyclopédistes et la période des salons littéraires, le plus célèbre étant celui de Madame Geoffrin. Le XVIIIe siècle est aussi celui d'une forte expansion économique qui provoque une importante croissance démographique. La ville atteint 650 000 habitants à la veille de la Révolution française. En 1715, le régent Philippe d'Orléans quitte Versailles pour le palais royal. Le jeune roi Louis XV est installé au palais des Tuileries, ce qui marque le retour de la royauté dans Paris, mais ce retour n'est qu'éphémère. Dès 1722, Louis XV choisit de réinstaller au château de Versailles, rompant la fragile réconciliation avec le peuple parisien. La forte reprise économique fait la popularité de la Régence, même si celle-ci est rapidement éclaboussée par le scandale de la banqueroute du financier écossais John Law en 1720. C'est à Versailles que débute la Révolution française par la convocation des États généraux, puis le serment du jeu de paume. Ça, le jeu de paume, je pense qu'on sait tous ce que c'est. Mais la volonté réformiste et pacifique est rapidement mise à mal par les Parisiens. Atteints par la crise économique, notamment le prix du pain, sensibilisés aux problèmes politiques par la philosophie des Lumières, mais également par une rancœur à l'écart du pouvoir royal qui a abandonné la ville depuis d'un siècle, c'est à Paris, à l'endroit où la rue Saint-Antoine rejoint l'actuelle place de la Bastille, que se déroule la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, symbole de l'absolutisme et du despotisme, avec le soulèvement des ébénistes du faubourg Saint-Antoine. Voilà. Le 15 juillet 1789, l'astronome Bailly reçoit à l'hôtel de ville la charge de premier maire de Paris. Le 5 octobre, l'émeute se déclenche sur les marchés parisiens menés par les femmes. Le 5 au soir, la foule parisienne atteint Versailles et arrache au roi la sanction des décrets. Le 6 au matin, le château est envahi et le roi doit accepter de venir résider à Paris, au palais des Tuileries, et d'y appeler l'Assemblée constituante qui s'installe le 19 octobre dans le manège des Tuileries. Les constitutionnels sont les plus nombreux. Les patriotes radicaux étaient encore très minoritaires. Le boulanger, la boulangère et le petit mitron, ramenés de Versailles, deviennent de fait des prisonniers de la Révolution et n'y retourneront plus jamais. On sait très bien comment ça s'est terminé, la prise de la Bastille. La Révolution, pas la prise de la Bastille. En 1799, le pouvoir politique n'appartient plus aux Parisiens, mais à un jeune général corse, Napoléon Bonaparte. Mon petit frère adore Napoléon. Ne me demandez pas pourquoi. Le 18 mai 1804, à l'unanimité, le Sénat vote l'instauration du gouvernement impérial le 2 décembre. Napoléon Ier est sacré empereur par le pape Pie VII à la cathédrale Notre-Dame. Il décide d'établir à Paris la capitale de son empire. Il en fait la capitale de l'Europe, devant Rome, deuxième ville de l'empire, et Amsterdam, troisième. En 1801, Paris a récupéré les pertes subies dans la Révolution et compte 549 856 habitants. Cette
progression est néanmoins surtout le fait de l'immigration provinciale, la natalité restant faible. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la ville est distancée par Londres en pleine expansion économique et démographique qui atteint 1 096 784 habitants. Néanmoins, Paris reste une des plus grandes villes d'Europe. Moscou et Amsterdam comptent chacune environ 200 000 habitants et Rome environ 150 000. Vous voyez que Paris avait déjà beaucoup d'habitants. Elle était déjà beaucoup aimée, cette ville Paris. L'approvisionnement en eau est amélioré par la création du canal de l'Ourcq et l'adduction d'eau en un réseau de marchés est mis en place ainsi que des abattoirs et la halle au vin. Mais Napoléon n'a pas le temps de créer de grandes pensées. Seule celle est-ouest de la rue de Rivoli est réalisée avec ses immeubles dessinés par les architectes Percier et Fontaine. La chute de l'Empire en 1814, puis en 1815 après les 100 jours, amène à Paris les armées anglaises et cosaques qui campent sur les Champs-Élysées, qui les saccagent. Voilà, c'est horrible. Louis XVIII, de retour d'exil, rentre dans Paris et s'installe aux Tuileries. À la suite de l'épidémie de choléra, les égouts de Paris sont aussi améliorés. Sous son impulsion et celle du préfet de police Gabriel Delezère de 1836 à 1848, cette modernisation se fait de façon progressive et prolongée par les travaux de l'ingénieur Belgrand sous Haussmann. La société de l'époque est abondamment décrite par Balzac, Victor Hugo ou Eugène Sue. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui ronfle, voilà, qui est en train de dormir. Voilà, il veut tout le temps être avec moi. En 1848, 80% des morts vont à la fosse commune et 2/3 des Parisiens sont trop pauvres pour payer l'impôt. Ces quartiers centraux constituent par ailleurs d'importants foyers de révolte populaire. Les barricades font tomber Charles X lors des Trois Glorieuses, puis Louis-Philippe en 1848. Un nouveau style architectural apparaît avec les nouveaux immeubles en pierre de taille au décor sculpté qui seront qualifiés plus tard d'haussmanniens, dont l'avenue de l'Opéra est une des plus caractéristiques. Sur les terrains libérés par l'expropriation, les prix montent en flèche et la population ouvrière est chassée des nouveaux quartiers en construction. Prudemment, une importante caserne est établie place de la République car ces travaux, outre la modernisation de la ville et l'hygiénisme en vogue, font surtout disparaître les ruelles tortueuses et populaires, traditionnels foyers révolutionnaires et lieux de barricades. Belgrand capte la Duy et la Vanne. J'ai pas compris. Le réseau d'égouts passe de 150 à 500 km. Alphand crée de vastes parcs sur des terrains libérés avec le parc Monceau, les Buttes-Chaumont, le parc Montsouris et à la périphérie de la ville, les bois de Boulogne et de Vincennes sont aménagés. Le Paris d'aujourd'hui est donc avant tout celui de Napoléon III et d'Haussmann. Lors des guerres franco-prussiennes de 1870, Paris est assiégé pendant plusieurs mois, mais n'est pas prise par les armées prussiennes. À la suite du soulèvement du 31 octobre 1870, des élections municipales sont organisées le 5 novembre 1870. Refusant l'armistice signé le 26 janvier 1871, à la suite des législatives de février qui portent au pouvoir des royalistes désireux de mettre fin à la guerre, les Parisiens s'insurgent le 18 mars 1871. C'est les débuts de la Commune de Paris. Les élections municipales du 26 mars 1871 portent au Conseil de la Commune une majorité de membres délégués par le comité central de la Garde nationale. La minorité modérée élue, Clémenceau, Rance, etc., démissionne rapidement. Adolphe Thiers, et pas Hitler, chef du gouvernement installé provisoirement à Versailles, l'écrase militairement entre les 22 et le 28 mai, lors de la Semaine sanglante qui reste à ce jour la dernière guerre civile qu'ait connue Paris. Les élections municipales du 30 juillet 1871 voient le retour à l'ordre, bien que les républicains, dont le futur président du Conseil, Georges Clémenceau, soient largement majoritaires au sein de ce nouveau Conseil municipal. Pendant la Commune de Paris, la plus grande partie des archives de la ville a été détruite durant les incendies de mai 1871, notamment les registres paroissiaux et l'état civil antérieur à 1860. Ce qui est navré quand même. C'est dommage parce que on avait
des anciens documents, on aurait pu voir des ancêtres et tout, mais voilà, ça a été brûlé. Le traitement des eaux usées par les voiries de la périphérie de Paris, qui les transforme en engrais, est insuffisant et en 1875, chaque jour, 500 000 mètres carrés d'eau usée sont directement déchargés dans la Seine. C'est à cette période de la Belle Époque, aux années folles, que Paris connaît l'apogée de son influence culturelle sur le monde, notamment autour des quartiers de Montparnasse et de Montmartre. C'est en effet durant ces décennies que la ville lumière accueille de très nombreux artistes, tels que Picasso, Matisse, Braque ou Fernand Léger. En 1910, une crue centennale de la Seine provoque l'une des plus graves inondations de la ville est connue et fait pour 3 milliards de francs de dégâts. Et en France, je ne sais pas combien ça fait. Vous qui connaissez les francs, vous devez savoir combien ça fait en euros, mais à mon avis, ça doit faire beaucoup. Ouais. Le 6 février 1934 se déroule la manifestation des Ligues patriotes contre le gouvernement qui dégénère en émeute et fait 17 tués et 1500 blessés. Puis le 14 juillet 1935, un important défilé a lieu en faveur du Front populaire et compte 500 000 manifestants. Mais le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Pendant ce conflit, la ville est déclarée ville ouverte lors de la débâcle militaire de 1940. Ainsi épargnée dans l'immédiat, Paris est dès lors occupé par les troupes de Wehrmacht, désolé si je le dis pas bien, jusqu'à la libération de 1944. Paris cesse d'être la capitale du pays et devient le siège du commandement militaire allemand en France. Je vais pas vous le dire parce que c'est trop compliqué en allemand, c'est marqué, mais moi je suis pas, voilà, je parle pas allemand donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, hein. Mais du coup ça a impliqué une forte présence de troupes et de services ennemis. La pénurie et le rationnement deviennent le quotidien des habitants, provoquant le développement du marché noir, encouragé de fait par l'occupant. Une nouvelle presse apparaît, celle des journaux collaborant avec les Allemands, et le 23 décembre 1940, l'ingénieur Jacques Bonsergent est le premier résistant fusillé à Paris. Le 16 et 17 juillet 1942 se déroule la rafle du Veldiv. Arrestation de 12 884 juifs, la plus massive en France, et c'était horrible. Vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres gens? Ils sont juste juifs, ils ont rien fait de mal, et en fait ils les ont tués juste parce que ce sont des juifs, et c'est horrible. Je vous dis ce que j'en pense, voilà. 6 000 sont dirigés vers le camp de Drancy et 6 900 sont concentrés dans le vélodrome d'hiver, durant plus d'une semaine pour l'essentiel des femmes et des enfants. L'attitude collaboratrice des autorités françaises pousse nombre de Parisiens à s'engager dans la résistance. À partir du 19 août 1944, à l'approche des troupes alliées arrivant de Normandie, se produit un soulèvement armé sous l'impulsion de la résistance intérieure. Le 25 août, après l'entrée dans Paris de la 2e division blindée du général Leclerc, le commandant de la garnison allemande, le général von Choltitz, capitule sans exécuter les ordres d'Hitler qui étaient de détruire la ville. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, où il ne doit trouver qu'un champ de ruines. Les ponts et les monuments de Paris sont ainsi relativement épargnés par les combats de la Libération. La ville est l'une des 5 communes de France à se voir décerner le titre de Compagnon de la Libération. En 1956, Paris se lie à Rome dans un jumelage exclusif, avec une forte valeur de symbole et de réconciliation après la Seconde Guerre mondiale. Sous les mandats du général de Gaulle, de 1958 à 1969, plusieurs événements politiques se déroulent dans la capitale. Après le massacre du 14 juillet 1953, 7 morts et une centaine de blessés, à l'occasion d'une manifestation organisée par la gauche et le MTLD de Messali Hadj, le massacre du 17 octobre 1961, lors d'une manifestation pacifique en faveur de l'indépendance de l'Algérie, conduit à entre 32 et 325 victimes maghrébines tuées sous les coups de la police nationale, alors dirigée par le préfet de police Maurice Papon. Des dizaines de manifestants ont été jetés dans la Seine, tandis que d'autres sont morts dans les centres de détention. Ce qui est horrible également. Voilà. Faut dire qu'il y a des massacres et tout comme ça, c'est horrible en fait. On se demande pourquoi ils s'en prennent à des personnes qui ont des origines différentes. Je ne comprends pas et je crois que je ne comprendrai jamais ça. Sous Pompidou, de grands projets de réaménagement de Paris sont conçus.
En premier lieu, desquels un grand plan autoroutier intramuraux qui devait notamment relier par autoroute la gare Saint-Lazare, la gare de l'Est et la gare de Montparnasse, ainsi qu'enterrer le canal Saint-Martin qu'on remplacerait par une autoroute. De ce projet abandonné sous Giscard demeure la construction des voies sur berge. Le projet de la radiale vers Saint-Gétorix, qui devait relier l'autoroute A10 à la porte de Voves, n'étant abandonné qu'à la fin des années 1970. Pompidou rénove cependant profondément le centre de la capitale en poursuivant le déménagement des Halles vers Rungis, décidé dès 1960 et effectué début 1969, lorsque 20 000 personnes et 1000 entreprises de gros se transfèrent vers les nouveaux marchés. Pompidou décide alors la construction du Centre Pompidou, associé à la Bibliothèque publique d'information, et détruit les anciennes Halles, projet contesté par d'importantes manifestations. Les Halles sont détruites entre 1971 et 1973, le quartier de l'horloge aménagé et, en 1977, on inaugure la gare RER de Châtelet-les-Halles qui jouxte le forum souterrain des Halles construit pour remplacer les Halles. En 1976, l'État accorde sous son mandat pour la première fois depuis 1871 une municipalité autonome à la capitale. Le candidat RPR, Jacques Chirac, est alors élu maire de Paris. Il le reste pendant 18 ans, réélu à 2 reprises, en 1983 et 1989. Sous le premier mandat de François Mitterrand, une réforme est adoptée par la loi de décentralisation du 31 décembre 1982. Elle dote chaque arrondissement de la capitale d'un maire et d'un conseil municipal propre, et non plus désigné par le maire de Paris. Voilà comment se termine la vidéo sur Paris. Je pense qu'elle est bien longue cette vidéo. On parle de Paris, bien sûr. Je vous ai pas parlé de tout parce que forcément il y a des trucs c'est avant que ça s'est passé, des années avant, et ça aurait fait trop long. Puis là on a vu les principaux changements de Paris avec notamment les égouts, l'aménagement des eaux, voilà des trucs comme ça qu'on a vu. Et puis donc c'est ce que je vous dis, si vous voulez que je vous parle des catacombes de Paris, n'hésitez pas. C'est ça aussi, c'est une super histoire à savoir, les catacombes de Paris. Si vous voulez que je vous parle de monuments français aussi, dites-le moi. Voilà. J'espère que vous avez appris quand même des choses sur Paris. Que moi aussi j'en ai appris quand j'ai fait parce que Paris je connais que de nom. Voilà, on connaissait pas. Pour moi, je connaissais pas l'origine du mot de Paris. Je connaissais pas comment Paris a été tout fait. Voilà, il y a des trucs qu'on ne savait pas. Pour ma part, peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas et que vous l'avez appris. Si c'est le cas, je suis contente que vous ayez appris des choses. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire des informations sur Paris, des petites fun facts sur Paris. Ça peut être intéressant d'avoir des anecdotes sur Paris et tout. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De toute façon, je vous épinglerai, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!